L'avantage qu'on a ici au musée, c'est d'avoir deux vélos et de pouvoir les exposer ouverts, donc rigides, comme un vélo pour on va monter dessus, on va faire de la route, et pliés, comme il était porté par les chasseurs cyclistes sur leur dos. Ces deux vélos, comment on arrive de l'une à l'autre des deux étapes, je vais vous montrer avec une troisième bicyclette. Je suis obligé de poser le micro, excusez-moi. Donc, celle-ci est un peu particulière, elle m'est prêtée par la famille du commandant Gérard qui a inventé cette bicyclette, mais elle permet de vous montrer comment on plie le vélo. Parce que là, vous voyez les deux, mais comment on fait pour arriver de là à là. Donc il y a des manchons dessus le corps, on les dévisse, on les fait glisser de chaque côté et on plie autour de l'axe. Et voilà, on arrive à un vélo roue sur roue. Voilà, et quand on le met à plat, on le met à plat. Bien sûr, imaginez qu'il y a les roues, hein, la roue avant, la roue arrière, la selle, le guidon. Voilà ce qui reste du vélo, mais il a appartenu celui-ci à la sœur du commandant Gérard. Et il est toujours conservé par la famille, qui me le prête à chaque fois que je fais une conférence ou je fais une intervention quelque part. Voilà. De même que le portrait du commandant Gérard que vous avez là-bas, qu'on verra tout à l'heure un petit peu plus en détail. Voilà, comme ça, vous avez les trois étapes de la bicyclette. Donc on va partir des pliantes du musée, on va remonter à la bicyclette pliante Gérard, comment elle est née, à Henri Gérard, son inventeur, et au chasseur cycliste que cette bicyclette a équipé. Donc voilà les deux modèles, vous les connaissez, je viens de les présenter brièvement. Chacun porte un numéro que j'ai reproduit. Les photos ne sont pas de moi, ils viennent du site ici à Aliénor. Ces deux vélos proviennent de la collection de M. Delacé, je pense que vous le savez, puisque vous êtes ami du musée, vous connaissez certainement mieux que moi la vie du musée. Ça, j'ai relevé ces renseignements sur le site, bien sûr. Chacun des vélos, quand il a un usage militaire, porte un numéro. Ce qui est tout à fait normal, c'est comme pour une arme, comme le fusil Lebel. Les numéros, ils figurent à des endroits bien particuliers, sur la colonne de direction, sur les manchons et sur le corps arrière, au niveau de l'axe de roue. Ça permet de savoir si le vélo a été reconstitué ou pas quand il est présenté, par exemple. Si les numéros sont différents, pas de doute, le vélo a été reconstitué, parce qu'on démonte l'axe et on rassemble deux parties. Il n'y a aucun problème, hein. C'est fait pour ça aussi, parce que la guerre en a détruit beaucoup. Ceux-ci sont complets parce qu'ils portent tous les mêmes numéros à différents endroits. Il y en a un qui est un peu particulier, c'est celui-ci, porte un numéro 37. Je ne l'ai pas en tête, alors je regarde, je triche un peu, 755 ou 765. La série des 30 000, ça indique des vélos qui ont été exportés vers la Russie. Parce que le constructeur Peugeot, comme je vais vous montrer un petit peu après, équipait la France, bien sûr, mais exportait également à l'étranger, notamment en Russie, jusque dans les années 1915-1917, où la Russie a voulu être indépendante et équiper ses propres troupes de son propre modèle, mais c'est une autre histoire, comme on dit dans ces cas-là. Le deuxième, lui, porte un numéro 44011, pareil, aux mêmes endroits, donc il est plus tardif. Ça nous permet de dire qu'il est plutôt de la fin de la guerre. Celui-ci est probablement des années 1916-1917. Mais ça, c'est encore un autre travail de recherche à faire, à savoir, est-ce qu'on commence à la série 1, 1000, 10 000 ? On ne peut pas encore savoir ça, parce qu'il faut aller fouiller dans les archives de Peugeot, mais il faut aller sur place. Donc le constructeur, c'est Peugeot. Vous voyez là le catalogue 1914, et le modèle tel qu'il est reproduit est exactement le même, avec les mêmes caractéristiques. Vous voyez le prix, 300 francs à l'époque. 300 francs à l'époque, c'est le quart du salaire d'un ouvrier. Donc là, c'est le catalogue pour être vendu aux civils, pas à l'armée. L'armée le payait moins cher. Hein. Donc vous avez ces petites caractéristiques, sa chaîne, tout ce qui s'ensuit. Si on s'approche de ce vélo, il est celui-ci, le 37 500 et quelque chose. Excusez-moi, j'ai noté que le numéro d'inventaire. Donc 91 205. On s'aperçoit qu'il y a une plaque que j'ai reproduite là. Et sur cette plaque, on reconnaît les armes de la ville de Paris, le Fluctuac Necmergitur, enfin que le partie centrale du blason, et tout autour, manufacture parisienne de cycle et une marque, Lutetia. J'ai retrouvé le catalogue de cette manufacture. On voit toujours manufacture, la marque Lutetia qui était probablement le fleuron, et on apprend le nom du propriétaire ou du possesseur de cette manufacture, un certain monsieur Godemar. Donc j'ai voulu en savoir un petit peu plus, parce qu'il y a peu d'éléments complémentaires pour ces vélos, malheureusement. Donc j'ai pu apporter quelques éléments à Madame Brégeot.
J'ai retrouvé une facture au nom de Godemar, et par chance, elle reproduit une autre manufacture. La manufacture Godemar, on voit une mention, cycle en gros. Ce monsieur, en fait, était un grossiste, mais aussi un mécanicien constructeur, comme on le voit ici, constructeur mécanicien, et breveté GDG. Est-ce que par hasard, on pourrait trouver des brevets Godemar quelque part? En a-t-il déposé? Parce que s'il y a la mention, ça indique qu'il a dû en déposer. Oui, au moins 3. Voilà les 3 brevets. Donc, en 1907, un cadre arrière démontable. Vous avez les stabilisateurs pour les vélos d'enfants, par exemple, ainsi que les tricycles pour enfants. Donc, on sait qu'il exerce au moins depuis 1893 jusque dans les années 20, 30. Je n'ai pas réussi à retrouver quand est-ce que ce monsieur était décédé. Donc, il était grossiste, et c'est pour ça qu'il vendait la marque Lutetia. La marque Lutetia, ça a été aussi des automobiles. Je n'ai pas creusé parce que ce n'était pas mon propos. Mon propos, c'était de vous parler de la bicyclette Gérard. Donc on va parler un peu plus maintenant de cette fameuse bicyclette pliante en regardant sa genèse, remonter aux origines. Parce que depuis que je fais ces recherches en 4 ans, j'ai réussi à remonter à ses premiers temps. Les créateurs, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, il y a un inventeur, mais pour que l'engin sorte, c'est beau de l'inventer, de le dessiner. Après, il faut le fabriquer. Après, il faut des mécaniciens, il faut des tourneurs, il faut des fraiseurs. Et puis, petit à petit, l'engin, il était bien gentil au début, mais il a fallu le perfectionner parce qu'il n'était pas solide. On commençait, il fallait découvrir les alliages d'acier, les renforcer. Il y a eu quelques casses. Puis enfin, l'apothéose de cette bicyclette, parce qu'elle a une apothéose. Le premier brevet que j'ai pu retrouver, je l'ai déposé pour une bicyclette à cadre pliant. C'est un monsieur Nicolas Noël, qui le dépose à l'Office industriel des brevets d'invention. Ce n'est pas encore l'Institut national de la propriété industrielle, c'est son ancêtre. Et ce monsieur était mécanicien, mais mécanicien pas main dans le cambouis comme on l'imagine aujourd'hui. Mécanicien à l'époque, c'était un cadre d'une entreprise, en l'occurrence la sucrerie dans l'Aisne. Et ce monsieur était le beau-père d'Henri Gérard. Mais ça, on l'apprend petit à petit au fil des recherches. Ce n'est pas du tout marqué dans le brevet. Mais il y a une petite notion dans le brevet qui laisse entendre quand même qu'il a un lien avec l'armée, mais on ne comprend pas bien, parce qu'à la fin, il dit cette invention pourrait être très utile à l'armée. Ben oui, mais c'est un civil qui dépose ça, pourquoi dit-il ça? Alors, quand on fait le rapprochement avec Henri Gérard, on se dit peut-être que le gendre lui a soufflé l'idée. Allez savoir. Le mémoire qui accompagne ce dessin, il tient en une page, et Nicolas Noël, à l'issue, revendique comme étant sa propriété et son invention de déposer 2 charnières, comme vous voyez sur le corps, en haut et en droit, et de plier la bicyclette. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche quand même, non? Ça, c'est inroulable. Il n'y a pas de pédale, il n'y a pas de chaîne, puis surtout, il y a un axe droit là, on ne peut pas tourner, du tout. Et puis, il n'y a pas de guidon, il n'y a plus rien. Alors, les détracteurs de Nicolas Noël et d'Henri Gérard disent « mais ça, ce n'est pas un brevet, c'est tout ce que vous voulez, c'est un dessin, c'est une imagination, une vue de l'esprit. » Oui, mais c'est une idée qui est déposée. N'oublions pas que c'était les 2 charnières posées en haut et en bas du cadre, qui permet de plier. En 1893, Henri Gérard, donc le gendre Nicolas Noël, rédige plusieurs articles et commence à rédiger une étude. Son étude, elle s'appelle « Problème de l'infanterie montée résolu par l'emploi de la bicyclette pliante ». Qu'est-ce qu'il veut démontrer dans cette étude? C'est qu'il s'inspire de ce qui se passe en Angleterre, qui vient de créer des corps cyclistes et qui veut absolument monter des corps de 20 000 cyclistes peut-être pour assister la cavalerie et surtout aller plus vite que la cavalerie, parce que le vélo vient d'être inventé, c'est l'âge d'or de la bicyclette, 1890-1895, et il faut absolument faire quelque chose avec ce vélo, et en dehors des chevaux, un cheval, il faut l'acheter, il faut l'entretenir, il faut le nourrir, il faut trouver à le loger. Une bicyclette, quelques gouttes d'huile, on la range dans un coin, on repart le lendemain. Il n'y a pas besoin de la laisser se reposer. Seul l'homme a besoin de se reposer, mais l'homme, après tout, il est là pour rouler, c'est tout, pour faire fonctionner la machine. À la fin de son étude, Henri Gérard propose un croquis de cette bicyclette pliante qu'il imagine, et lui, il appelle ça la transportable Noël, son beau-père. Donc voilà les croquis, probablement de la main d'Henri Gérard, puisqu'elles sont dessinées, mais il n'y a pas de signature. En fait, ce n'est pas une bicyclette non plus, ça. C'est encore un bicycle, ce qu'on appelle. Parce que la traction est avant, les pédales sont sur la roue avant, un peu comme le vélocipède Michaud, si vous voyez, sur le grand bi. Mais par contre, on voit très bien le système de pliage qui est bien figuré ici. Il permet de plier roue sur roue, et Henri Gérard va plus loin. Il dessine le harnais de portage qui permet de mettre ce bicycle
cette transportable, comme il l'appelle, sur le dos de l'homme, qui a une cartouchière, qui a la baïonnette, enfin, tout est déjà prévu, tout dans son esprit est déjà en place. Et là, on est en 1893, 94. Parce que son étude est publiée en 94, il la publie en fractions d'articles dans les grandes revues vélocipédiques de l'époque, et ça intéresse beaucoup de monde. Comment il s'inspire pour faire cette transportable Noël, vous voyez, avec un démultiplicateur? De ce qui existe déjà en Angleterre, en 1890, on invente ce qu'on appelle un crypto, qui fait fureur en Grande-Bretagne. C'est le premier cycle équipé de pneus Dunlop, donc c'est une révolution, on ne roule plus à même les roues. Et un fabricant français va lui-même en développer un, le bicycle Maigret. Donc là, la photo est exposée en ce moment à Paris, enfin dans les environs de Paris, au domaine de Sceaux. J'ai réussi à la prendre avec autorisation. Et on voit très bien, à partir du même dessin, mais là ce sont vraiment des pédales. Henri Gérard, c'est un système à balancier qu'il va mettre, lui, il choisit autre chose. Et il va dire qu'il s'inspire de ce bicycle pour faire la transportable. Donc là on sait vraiment ce qu'il fait, il regarde ce qu'il y a autour de lui, mais pourquoi il ne prend pas la bicyclette, ça, il l'explique un peu plus tard. Nicolas Noël continue de modifier ses brevets. Donc, souvenez-vous, le premier dessin, ça ne pouvait pas être un bicycle ni une bicyclette, puisque le cadre était complètement fixe en haut en bas. Donc là, il va faire un bicycle à corps droit, parce que c'est encore la mode, le bicycle à corps droit. On n'est pas au cadre, ce qu'on appelle un cadre imbert, c'est quand il y a le montant en plus horizontal à ce niveau-là. Ce n'est pas une bicyclette, parce qu'il n'y a toujours pas de chaîne, toujours pas de pédalier, et le système de pédale est à l'avant et c'est à balancier. Mais il rajoute quelque chose à l'arrière, un petit logement pour mettre les courroies de transport. Ça se plie avec un seul manchon, roue sur roue, et en plus on peut démonter le guidon, le plier et le rabattre. Ce qu'il cherche, c'est que ça prenne le moins de place dans le dos de l'homme, que ça ne puisse pas le déséquilibrer quand il marche ou quand il court. Il fait un essai avec une bicyclette traditionnelle, une bicyclette imbert, il en prend une, il la scie en deux, il met les charnières, manque de peau, ça dépasse au-dessus de sa tête, ça déséquilibre, ça bat sur les côtés. Donc il cherche à réduire de plus en plus la bicyclette. Il parviendra à ce genre de choses. Voilà le prototype. Donc c'est Henri Gérard qui pose avec. C'est peut-être l'unique exemplaire connu. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Et il part avec à Grenoble, parce qu'il va être muté au gré de ses nominations dans l'armée. Donc la photo date de 1894. Là, il est encore lieutenant, il n'est pas encore capitaine ni commandant. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait un inventeur, qu'il fallait un fabricant, un industriel si possible, et un mécanicien qui puisse modifier l'objet. Henri Gérard donc vient avec cette fameuse pliante qu'on voit juste avant, celle-là. Et puis, à Paris, il essaye de trouver des financiers. Personne n'est intéressé par son idée, son vélo, c'est pas un vélo, ça prend pas. Quand il est nommé à Grenoble, il fait la connaissance de Charles Morel, le monsieur barbu, que vous avez donc à gauche sur la photo, pardon. Et Charles Morel lui dit « Ah, votre idée m'intéresse. Moi, je fabrique des concasseurs et des broyeurs, mais la bicyclette, je pense que ça a de beaux jours devant soi, mais votre truc, là, c'est bien, mais je vais vous emmener voir un de mes mécaniciens qui m'apporte quelques affaires. Il va vous la modifier. » Alors, ce mécanicien, c'est Adolphe Dulac. Comment je connais ces gens-là, Charles Morel et Adolphe Dulac? Parce qu'il y a un historien qui a publié une thèse il y a une vingtaine d'années, qui a écrit un livre sur Charles Morel, un industriel dauphinois, et qui raconte le côté dauphinois de l'invention, et qui attribue l'invention à Charles Morel, et non à Henri Gérard, parce que les deux hommes se sont entendus au départ, mais se sont un peu fâchés au fil des ans. Donc le premier fabricant, c'est ce monsieur Charles Morel. Derrière, avec eux, les trois hommes, Dulac au milieu, c'est celui qui va modifier l'exemplaire en y rajoutant un pédalier, en y rajoutant une chaîne et des pédales centrales. On voit sur une autre photo de la collection familiale les soudures qu'il va rajouter, tous les montants, pour en faire une vraie bicyclette, digne de ce nom, qui se plie toujours selon le même principe. Adolphe Dulac, il a été complètement oublié dans l'histoire. On parle toujours de Charles Morel et d'Henri Gérard, mais Dulac, on l'a oublié. Pourtant, c'était un mécanicien, il avait un atelier de réparation, de vente. C'est à lui qu'on doit
que cette bicyclette existe aujourd'hui. C'est un peu dommage. Moi, je suis content parce que j'ai pu retrouver déjà la photo de cet homme, le nommer, puis surtout retrouver quelques petites choses sur lui et sa famille quand je suis allé à Grenoble faire des recherches. Alors en 1894, puisque le modèle d'avant date à peu près de cette époque-là, les deux hommes, Henri Gérard et Charles Morel, s'associent et déposent ensemble les brevets. Parce que ça, j'y tiens beaucoup, parce que on dit qu'en dauphinois, on dit que ce sont des brevets Morel, on occulte complètement Gérard, et ailleurs on dit que c'est Gérard avec Morel, parce que c'était le fabricant, mais c'est tout, on ne va pas au-delà. Là on voit très bien les deux noms, Morel et Gérard. Et ils ne déposent pas un brevet pour une bicyclette pliante, parce que c'est déjà fait. C'est le brevet Nicolas Noël, pardon. Donc, ils déposent un brevet pour le perfectionnement à la construction des cycles. Et qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir apporter comme perfectionnement? Comme tout constructeur et de vélo qui se doit, ils font d'abord une bicyclette à cœur droit. Mais elle n'a rien de révolutionnaire, à part peut-être au niveau de sa selle, qu'on peut sortir de ses deux pattes, pour pouvoir poser la bicyclette contre le mur. C'est ce qui est expliqué dans le brevet. Et puis pour empêcher de la voler. Parce que comme ça, la selle est démontée. Un voleur ne pourrait pas partir avec la bicyclette. Une bicyclette, ça se volait beaucoup à l'époque. Quand vous lisez la presse de l'époque, dans les années 1895-96, c'est un scandale qu'une bicyclette ait été volée. On ne dit pas qu'on les retrouve, mais on raconte qu'on les vole. Et puis petit à petit, voilà, ils modifient leur brevet. En janvier 1895, ils rajoutent le même système que le Nicolas Noël, avec 3 manchons. Donc c'est les mêmes que ce que vous avez. Le système ne variera jamais. Ce sera toujours des manchons qui glisseront. On les renforcera plus ou moins, c'est tout. On plie la bicyclette. Après, on avance dans les perfectionnements encore. On rajoute un frein, mais un frein différent de la concurrence. On le met dans la colonne de direction. Les modèles de l'époque, vous en avez d'ailleurs au musée, donc regardez. Vous avez le frein, le même modèle, avec le patin qui est là, mais il est à l'extérieur, avec le système rapporté sur le guidon. Là, le guidon, voilà, il est fonctionnel, on voit. Enfin, je ne sais pas si... Là, je ne peux pas tourner, malheureusement. Et le patin descend. Il n'y a qu'un seul frein. On est avec une bicyclette qui n'est pas à roue libre, pignon fixe. Pas évident de faire du vélo avec ça. On se casse un peu la figure, c'est vraiment des professionnels. On rajoute des bretelles, parce qu'il faut bien le porter, ce vélo, puisque l'idée d'Henri Gérard, c'est toujours pareil, de pouvoir le transporter et que les hommes soient équipés avec. Et on ajoute des petits ressorts compensateurs, comme vous voyez là. Alors, à cette époque-là, Henri Gérard est à Saint-Quentin, et il fait la connaissance, vraisemblablement, du directeur de l'Hôtel-Dieu de Saint-Quentin, qui vient d'inventer des petits ressorts compensateurs pour les brancards, pour ne pas faire tressauter les blessés, pour amortir. Donc, on les adapte. Et vous avez un exemplaire qui existe, un prototype probablement, qui est conservé au musée des écoles de Saint-Cyr, qui porte toujours ces ressorts, et puis toutes les caractéristiques du vélo Morel. Ce n'est pas encore un vélo Gérard Peugeot, il est toujours construit par Morel, mais il y a déjà 2 montants. On est arrivé là en 1895-96 à peu près. Le 4 juillet 1898, les deux hommes se fâchent, assez gravement. Henri Gérard intente un procès avec son beau-père, à Charles Morel, devant le tribunal de commerce, parce qu'il réclame des dommages et intérêts pour malversation dans la construction des cycles qui sont beaucoup trop fragiles. Le tribunal tranche en liquidant l'association purement et simplement, en répartissant les bénéfices entre les deux hommes. À cette époque-là, les bénéfices sont de l'ordre de 220 000 francs, donc c'est une somme assez conséquente. Mais le tribunal décide de partager entre les deux hommes parce que c'est eux qui ont payé toujours conjointement les frais, c'est eux qui ont souscrit les brevets tous les deux. Donc il n'y en a ni un ni l'autre qui gagne, on coupe la poire en deux, on dissout l'association et chacun retourne à ses chères études. Charles Morel reprend la fabrication de ses concasseurs, continue à développer son entreprise qui marche très très bien. Henri Gérard continue lui à faire des recherches pour améliorer encore cette bicyclette parce qu'il pense qu'on peut continuer à l'améliorer. Entre-temps, les deux hommes ont déposé beaucoup de brevets. Ils ont déposé également un brevet pour ce qu'on appelle un sociable. Vous connaissez le tandem, où on pédale en ligne, le sociable, on pédale côte à côte. Donc on accole 2 bicyclettes avec 2 tringles, une à l'avant, une à l'arrière, et on part de 2 bicyclettes pliantes. Ça devient un sociable pliant. Mais la personne qui est à côté peut ne pas savoir faire de vélo, et comme ça va apprendre, en mettant les pieds sur les pédales, puis ça va s'entraîner mutuellement. Un peu comme un tandem, mais c'est beaucoup moins déséquilibré qu'un tandem.
et dans les virages, la tringle permet de s'incliner légèrement. Il continue encore d'avancer, on en est aux prémices de l'automobile en 1897. Et ils inventent, ils déposent une marque pour la Victoriette, c'est la reine Victoria qui est en Grande-Bretagne. Ils partent du sociable avec leurs deux vélos. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent un moteur central à l'arrière. Donc il y a un brevet, il y a quelques photos qui existent dans ce livre, il y en a une. Et je ne sais pas si un exemplaire est conservé. Peut-être qu'un jour le musée, on lui proposera un sociable à moteur ou une Victoriette. Il faudra le prendre parce que c'est vraiment les tout premiers débuts de l'automobile. Hein. Et là, voilà, et j'étais très content de découvrir cette marque déposée là-bas aux archives de Grenoble. Donc l'association est liquidée, les brevets sont vendus. Un homme se porte acheteur, un certain André Michelin. Il rachète tous les brevets de la bicyclette pliante. Il va revenir un petit peu après. Henri Gérard, lui, continue à réfléchir et à vouloir modifier encore et améliorer encore son idée, puisque c'est lui qui va être qualifié quand même d'inventeur, parce que Morel ne revendique pas le titre d'inventeur. Il le met abusivement sur certains de ses courriers, mais très vite il disparaît, sur ses courriers d'entreprise. C'est la presse qui qualifie, et tous ses soutiens militaires qui qualifient Henri Gérard d'inventeur. Charles Morel reste toujours le fabricant ou l'industriel. Donc Henri Gérard, qu'est-ce qu'il fait en continuant? Il ajoute un axe vertical, pardon. Vous voyez là, tout à l'heure, c'est ce qui vous a permis de voir que ça se pliait autour, et un frein arrière chasse-clou. Malheureusement, ces modèles-là sont incomplets, parce que c'est gênant ce frein arrière. Esthétiquement, c'est pas beau. Probablement pour ça qu'on l'enlève. C'est juste une petite pièce, à pression, quart de tour, et qui permettait en fait d'ôter les clous au passage de la roue. C'est pour ça que ça s'appelle un chasse-clou. Et ça fait aussi fonction de frein arrière, puisque ça peut bloquer la roue à l'arrêt. Mais je vois mal quelqu'un être sur la bicyclette et vouloir freiner avec, ça devient très dangereux. Comment on s'arrêtait avec ce genre de vélo? D'après ce que j'ai pu trouver, on freine légèrement à l'avant et en fait, on chasse de la roue arrière. Voilà, pour pouvoir l'arrêter. Dans d'autres sources, quand on voit les hommes sur une des images que vous avez là-bas, la première, vous les voyez debout avec le vélo entre les jambes. C'était une des conditions que voulait Henri Gérard, que l'homme n'ait pas à descendre de bicyclette, qu'il soit prêt à faire feu à bicyclette. Donc, il peut, les deux pieds à terre, rester avec le vélo entre les jambes, la selle sous les fesses, prendre son arme et tirer. En fait, les hommes, quand ils freinaient avec leurs semelles, tout simplement. Parce qu'on a beaucoup de frais de chaussures chez les chasseurs cyclistes et dans les troupes cyclistes. Sinon, ça devient vraiment très très dangereux. 1894, en décembre, on s'en va vers l'apothéose de la bicyclette. C'est la première fois qu'elle est présentée au public. Donc on lit bien décembre et pas octobre. Je suis en discussion avec la BNF pour leur faire changer la légende, parce que la légende de cette image sur le site de la BNF, c'est octobre, parce que c'est un indice. Et quand on fait un tout petit peu de généalogie, qu'on s'intéresse au calendrier révolutionnaire, la notation abrégée des mois, à septembre, elle commence avec le chiffre 7, BRE. Octobre, 8, BRE. Novembre, 9, BRE. Décembre, 10, BRE. Donc le X, c'est bien 10 de décembre, pas le 10e mois de l'année. Donc le salon se déroule au Palais de l'Industrie. Le premier s'est déroulé au mois de janvier, mais il ne concerne pas la bicyclette. Charles Morel a un stand, apparemment à grands frais, et il présente les 3 premiers modèles de bicyclette, de sa bicyclette qu'il vient de fabriquer. Donc on les voit là. La presse indique donc qu'il y a 3 modèles exposés, dont un ayant roulé. Imaginons que c'est celui qui est au centre, pourquoi pas. Un mannequin de touriste avec la bicyclette pliée, et, on est bien dans la chose militaire, un chasseur avec la bicyclette pliée sur le dos. Des militaires vont venir visiter le stand et vont être intéressés. Mais ça ne va pas se faire aussi rapidement que le souhaiterait Henri Gérard. 1895, 3e salon du cycle, Charles Morel a de plus en plus d'assises avec sa bicyclette, il en fabrique un peu plus. Le président de la République, Félix Faure, vient sur le stand. Henri Gérard lui fait une démonstration de pliage-dépliage, qu'on peut la mettre sur le dos. Et sur le stand, derrière, il y a un tableau. Ce tableau existe toujours, il est conservé au musée dauphinois, il n'est pas exposé vu son état.
Mais on reconnaît Henri Gérard et surtout une bicyclette pliante. Le peintre a forcément vu ce genre de choses quelque part pour le peindre aussi bien. Et on voit les hommes qui portent la bicyclette sur le dos à chaque fois. Le tableau date de 1895. Il est daté, il est signé. Ce n'est pas un peintre très très connu. Et personne ne peut me dire encore si c'était un peintre local ou s'il avait eu une autre audience. 1896, on continue encore d'exposer des bicyclettes. 1895, il y a 25 bicyclettes. La production s'est agrandie en un an. Non, il y en a eu un peu plus. Mais 25, pourquoi? Parce qu'on expliquera un petit peu plus tard. Là, il y a toujours 25 bicyclettes, mais probablement plus. Et là, on est vraiment dans la chose militaire complète. Il n'y a plus du tout de civil. Quoique. Et on a toutes les attitudes de l'homme avec son vélo. C'est des mannequins, ce ne sont pas des... Donc là, en train de rouler, en position en train de rouler, en position en train de plier le cycle sur le dos, et l'homme debout avec la bicyclette entre les jambes et tirant. Et au fond, il y a quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas un vrai civil, c'est un postier. Parce qu'on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être équiper les postiers aussi de ce vélo, puisque les facteurs sont encore à bicyclette à cette époque. Il y a une maison de... un grand journal de l'époque qui contacte Charles Morel, qui lui demande d'avoir des bicyclettes pour ses porteurs de journaux, justement. J'ai oublié de vous dire un petit détail. C'est que vous avez vu qu'il y avait également des bicyclettes pliantes dans les drapeaux en haut, mais il y a le nom du stand. Cyclisme militaire en gros, grande manœuvre de la 4e division. Et en haut là-haut, il y a le nom de Charles Morel, le constructeur, le plus gros. En dessous, il y a le nom d'Henri Gérard, et on lit compensateur, enfin la fin, PREZ, donc c'était le docteur Després, on le crédite aussi lors de ce salon, les petits ressorts, vous savez, sur la bicyclette, parce qu'ils étaient bien utiles. Parce que sans ressort, ça c'est un petit peu difficile. 1897, Henri Gérard est autorisé à présenter une bicyclette lors de l'exposition internationale de Bruxelles. Les salons du cycle, pour avoir une petite idée, c'est 100 000 visiteurs, pendant une dizaine de jours à l'époque. Là, pendant plusieurs mois à Bruxelles, c'est 7 800 000 visiteurs qui ont pu voir la bicyclette pliante. Pas que ça, mais imaginons que tout le monde ait pu la voir. À l'issue de l'exposition, Henri Gérard est décoré. Il reçoit une médaille d'or pour son invention, la bicyclette pliante Gérard, c'est bien indiqué comme ça, pour son invention, ainsi que pour l'invention d'un appareil de télégraphie optique. Parce que l'armée travaille aussi sur la transmission des signaux et aimerait bien associer la bicyclette et la télégraphie, parce que là, ça serait une idée fantastique. Cette idée-là, elle est évoquée par le capitaine Drian. Le capitaine Drian, c'est une petite parenthèse, il mourra en 1916, pardon. Il était chasseur, mais chasseur à pied, mais à l'époque, il n'était pas chasseur cycliste, mais très féru de cyclisme, et il a reçu par Charles Morel une des premières bicyclettes. Mais gracieusement, Charles Morel lui a fourni une bicyclette. Et il y a des photos de famille où on voit le capitaine Drian avec une de ses filles sur le guidon à bicyclette, avec une bicyclette Morel. On continue l'apothéose, la vraie, la voilà. C'est la revue à Longchamp. Henri Gérard, vous avez des images, et vous les aviez tout à l'heure qui défilaient, monte à Paris avec 150 hommes. C'est la première compagnie cycliste au 147e régiment d'infanterie de Sedan. Donc ils ont un grand honneur lors de cette revue à Longchamp, c'est de défiler 2 fois. Ils défilent une fois bicyclette au dos, comme vous pouvez le voir, et ils défilent derrière la cavalerie qui vient de passer. Donc la poussière au sol, un peu les chevaux qui sont passés. On est sur l'hippodrome de Longchamp. On ne défile pas encore sur les Champs-Élysées. Ça sera qu'après la guerre, ça sera qu'en 1919. La revue, elle se fait à Longchamp, à l'hippodrome. Et une fois à bicyclette. Encore une fois, c'est de l'herbe et du sable. Ce n'est pas du goudron, ce n'est pas du macadam, ce n'est pas de la terre. C'est beaucoup plus difficile. Donc, j'ai dit que Henri Gérard venait avec 150 hommes de Sedan en 3 étapes. Ils font Sedan-Reims, Reims, La Ferté-sous-Jouarre, La Ferté-sous-Jouarre, Paris. Chaque étape fait entre 90 et 100 km. C'était aussi un petit peu un test pour prouver ce qu'un homme pouvait faire. Enfin, voilà, la distance parcourue, le maximum pendant la guerre, ça a été entre 100 et 120 km par des chasseurs cyclistes, en 14, au grand moment de la guerre de mouvement. Après, c'est une autre histoire.
Et pour monter à Paris, 150 hommes, c'est bien, ils sont suivis par la presse, parce qu'il quand même, on se captive un peu pour l'idée, pour tout ça. Et puis, n'oublions pas, on est dans la France revancharde de 70, c'est très militarisé la société à l'époque. Donc l'armée a très très bonne presse, ils sont acclamés. On crie vive l'armée et vive les cyclistes quand ils passent. Il y a 100 000 personnes lors de la revue dans les tribunes. C'est vraiment, vous voyez le monde en bas. Et la presse dit que c'est the great attraction de l'époque, donc la grande attraction, le clou, pour rester dans le mode vélo. Le clou de la revue, c'est ça. Alors les petites chansons, il y en a eu. Elles sont mentionnées dans la presse par un des journalistes qui a suivi lui aussi à bicyclette, pas avec une pliante, avec sa propre bicyclette. Et par exemple, on monte des côtes, donc il faut se donner un petit peu de l'entrain. Alors qu'est-ce qu'on chante? Encore une côte de grimper, voilà les cyclistes qui passent, encore une côte de grimper, voilà les cyclistes passés. Ça, c'est sur l'air de Encore un carreau de cassé, que vous connaissez peut-être dans votre enfance, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a sur l'air de Meunier Tudor, cycliste, ton vélo va trop fort, cycliste, ton vélo va trop vite. Il y en a encore une troisième, alors ça c'est un grand tube de l'époque, c'est la casquette du père Bugeaud. Alors c'était L'as-tu vu la casquette du père Bugeaud, pardon. Là c'était L'as-tu vu la cyclette, l'as-tu vu la cyclette du père Gérard. Et Henri Gérard souriait, donc ça n'était pas pour lui déplaire. Voilà avec quoi les hommes se donnaient de l'entrain. Alors après cette apothéose, on refait une nouvelle apothéose. La première fois le 14 juillet 1901 qu'on a vu, il y a 150 hommes seulement qui défilent. Mais il y a plusieurs compagnies cyclistes qui ont été créées en France. Il y en a 4 à l'époque. Et le 21 septembre, l'amitié franco-russe oblige, journée franco-russe, comme vous voyez, fête franco-russe, à Bétheny, près de Reims, sur ce qui sera plus tard l'aérodrome. Il y a toutes les compagnies cyclistes qui défilent. Et on peut reconnaître de dos, c'est dommage qu'il soit de dos, le tsar Nicolas II avec sa casquette blanche et le président de la République française, Émile Loubet, à l'époque. Donc toutes les armes défilent, bien sûr. Vous avez une série de cartes postales qui vous montrent les dragons, qui vous montrent la cavalerie, l'infanterie, l'artillerie. Mais la plus intéressante pour nous ici, c'est quand même celle avec tous les cyclistes. Donc Henri Gérard doit y être, mais je ne sais pas où. On n'arrive pas, parce qu'il y en a une partie qui est passée. Alors pour la petite histoire, j'ai réussi l'année dernière, en interrogeant les archives Gaumont, à retrouver un film qui, vous pouvez peut-être le voir, enfin il faut se créer un compte, et on voit les cyclistes en action. Passe très vite, ça dure 20 secondes, mais quel plaisir de voir les cyclistes. Et on voit bien que ce sont, j'ai oublié de le dire tout à l'heure aussi, des roues à pignon fixe, ça si je l'ai dit, et on voit bien que ce sont des roues à pignon fixe parce qu'à un moment, un homme lâche la pédale et la pédale continue de tourner toute seule, donc il faut vite la reprendre pour pouvoir rester sur le vélo en équilibre. Après cette apothéose, Henri Gérard, lui, il n'a de cesse, c'est qu'on crée enfin des unités cyclistes en France. Qu'est-ce qu'on attend? Mais des vraies, permanentes, dignes de ce nom. Et il convainc le ministre de la Guerre, avec beaucoup de soutien derrière, de créer un bataillon cycliste. Le premier bataillon cycliste est mis sur pied en 1905. Donc vous voyez, les cyclistes de 1901, ils étaient peu nombreux. Là, en 1905, ils y sont tous. Pareil, il y a les 4 compagnies. Donc ils sont à peu près à 200 hommes, il y a un peu plus de, il y a entre 600 et 800 hommes parce qu'elles avaient toutes une taille différente. En dessous, vous voyez aussi une petite particularité, c'est que les chefs des unités cyclistes, ils ne sont pas forcément à vélo avec leurs hommes, ils sont à cheval. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils voient et qu'ils puissent dire allez à droite, allez à gauche, renforcer. Voilà. Mais ils ne dédaignent pas, montez sur la bicyclette et vous reconnaissez Henri Gérard, enfin c'est flou, mais je vous dis bien, c'est Henri Gérard sur la photo nette. En haut et en bas, là il est capitaine, commandant, parce qu'il a tous ses galons. Donc il a eu les honneurs. Après donc, la bicyclette pliante, après son apothéose, parlons un peu d'Henri Gérard. Pourquoi je ne parle pas de Charles Morel? Parce que ça a déjà été fait par quelqu'un et beaucoup mieux que moi. Mais je serai amené à en parler, parce que j'ai une nouvelle conférence qu'on m'a demandé d'animer l'année prochaine, justement en terre dauphinoise. Je dis en terre dauphinoise parce qu'on essaye de me faire comprendre que quand même Charles Morel, c'est quelqu'un là-bas, et surtout qu'il y aura son petit-fils qui sera là, peut-être un autre petit-fils, et que le vélo Morel, voilà, c'est pas le vélo Gérard, mais c'est mieux. On rétablira certaines choses, parce qu'il y a des archives de la famille, j'ai pu en voir. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé tout ce sur quoi s'appuie l'auteur. C'est bien dommage, j'aurais aimé échanger avec l'auteur. Il est décédé très tôt, et c'est bien dommage, parce que
J'aurais vraiment beaucoup aimé échanger avec ce monsieur, voir sur ses travaux comment il les a fait, parce qu'il paraît qu'il a retrouvé les archives tout à fait fortuitement dans une déchetterie, tout simplement, puisque l'entreprise était fermée. Donc quelques mots sur Henri Gérard, un peu plus que quelques mots. Donc il est né à Condé-en-Brie, dans l'Aisne, en 1859. Son père était gendarme, sa mère était couturière, et du côté de sa mère, son grand-père était jardinier à Versailles. Donc il s'occupait des jardins créés par le nôtre. Il se marie à son retour du Tonkin en 1888 avec donc Henriette Valentine Noël, la fille de Nicolas Noël, celui qui déposera le brevet 5 ans après. Ils auront 5 enfants, dont un décédera en bas âge. Il décède à Montmorency en 1908, il avait 48 ans. Il décède d'une commotion cérébrale. Il est probablement dû au surmenage parce qu'il travaillait sur une nouvelle invention, un télémètre de marine et sur l'optique en général. Il y avait de gros problèmes aux yeux. Apparemment, il a beaucoup souffert. Il est inhumé à Braine, sa sépulture existe toujours, la sépulture familiale. Toute la famille, sauf l'un des membres, est inhumée à cet endroit. À Braine, dans l'Aisne, il y a toujours sa famille. Donc, en fait, ce sont des cousins éloignés qui demeurent toujours dans la maison familiale. Depuis 1888-90, cette maison a toujours été occupée par quelqu'un de la famille Gérard, dans laquelle il y a un petit musée Gérard, avec certains souvenirs familiaux. Donc Henri Gérard est enfant de troupe, puisque son beau-père, son père décède alors qu'il a 6-7 ans. Sa mère se remarie avec un militaire et qui a pour bonne idée d'emmener l'enfant pour faire un enfant de troupe plus tard, puisque quel avenir lui donner autrement. Mais la guerre de 70 vient d'être déclarée. Henri Gérard a 11 ans à ce moment-là. Enfant de troupe, ça lui vaudra une campagne sur sa fiche militaire. Il aura la durée les quelques mois de guerre de 70. Il n'a pas combattu. Enfant de troupe, il restait au dépôt. En revanche, son beau-père a combattu, il a été fait prisonnier. Mais enfant de troupe, il doit à l'armée 5 ans. Donc il s'engage volontairement, un petit peu contraint et forcé, pour rester 5 ans sous l'uniforme militaire, pour un peu rembourser toute l'éducation qu'il a eue auparavant. Il passe par l'école de Saint-Mexan, il en sort 31e sur 499, ce qui est quand même un classement plus qu'honorable, et il est dans la promotion Bakhnin. Alors, est-ce que c'est la promotion Bakhnin? C'est en Cochinchine à l'époque, au Tonkin. Est-ce que c'est le nom de la promotion qui va le faire vouloir aller au Tonkin? En tout cas, il part là-bas, sous-lieutenant. Il est adjoint au directeur des télégraphes, parce que c'est là qu'il s'intéresse à la télégraphie optique. Il écrira une étude sur la télégraphie optique qui lui vaudra les félicitations du ministre de la Guerre. Donc il fait le Tonkin pendant 1 an, mais il n'y a pas de guerre à cette époque-là, hein. C'est une occupation coloniale. Elle lui vaudra une médaille, puisqu'il a quand même servi au Tonkin. Il a été malade. Au retour, il a droit à un congé de convalescence de 3 mois, renouvelé 2 fois, qui lui permettra d'écrire encore une autre étude. Il est lieutenant au 159e ERI après sa campagne au Tonkin. Donc la photo qu'on a vue tout début, si vous vous souvenez bien, avec le prototype, où il est encore lieutenant, il n'y a que 2 galons. Ensuite, il s'en va à Grenoble, où là, il a beaucoup de temps, m'a dit un militaire. C'est normal qu'il ait fait cette invention avec le recul, parce qu'il n'est pas du tout à encadrer quiconque dans une garnison. Il est substitut du rapporteur près le Conseil de guerre à Grenoble. Une chose administrative, on ne juge pas grand monde en temps de paix devant le Conseil de guerre, sauf un militaire qui s'est mal conduit vraiment, qui aurait volé, qui aurait tué, qui aurait pillé, Enfin, voilà, mais il n'y a pas un grand nombre de cas qui laissent du temps pour étudier et pour réfléchir. Il est capitaine ensuite, en 1894, à Saint-Quentin, puis au 147e ERI à Sedan, et pour finir, chef de bataillon, au moment où il va décéder. S'il avait pu continuer sa carrière, il aurait probablement terminé colonel. Général, certainement pas, puisqu'il était issu de Saint-Mexan. Il n'était pas issu ni de Polytechnique, ni de Saint-Cyr, où les carrières les plus brillantes étaient promises. En 1892, il fait ses premières recherches. Comment j'ai pu retrouver ça? C'est grâce à Henri Gérard lui-même. Dans son étude, que vous voyez à côté, la première page, le problème de l'infanterie montée résolu par l'emploi de la bicyclette, il raconte comment il va réfléchir à à adapter la bicyclette à l'armée. Et il dit, au tout début, voilà déjà 2 ans que j'ai commencé mes recherches, donc on est en 1894-93, 2 ans avant, ça fait 1892, sauf erreur. Et il a lu des articles qui viennent de la presse anglaise, qui eux ont été écrits en 1890, qui expliquent donc en Angleterre qu'il faut promouvoir le cyclisme, qu'il faut créer des troupes cyclistes. Et Gérard se dit, oui, mais il faut aller plus loin.
La bicyclette, elle est bien gentille, mais elle ne passe pas partout. C'est comme un cheval, elle est arrêtée. S'il n'y a plus de route, elle ne passe plus. Et si on trouvait le moyen de la plier, et si on redonnait, et on remettait au goût du jour l'idée de Napoléon, l'infanterie montée. L'infanterie montée chère à Napoléon, qu'est-ce que c'était? C'était un fantassin qui courait à côté d'un cheval, qui s'accrochait à la queue du cheval et qui essayait de suivre tant bien que mal. Parce que la puissance de tir, de feu d'un fantassin est plus élevée que celle d'un cavalier. Il n'utilise pas la même arme. Quand on va dans les salles en bas, on voit la différence entre un fusil Lebel, qui est vraiment beaucoup plus puissant et qui a une portée beaucoup plus élevée, qu'un mousqueton de cavalerie. C'est pour ça qu'Henri Gérard choisit les fantassins, mais les appuie à la cavalerie. Il en fait une arme autonome, mais autonome dans un certain sens. Il veut qu'elle appuie la cavalerie. Elle n'est pas autonome à 100%. Donc il écrit son étude, et voilà ce que j'en ai retiré. Ce qu'il dit: faisons porter le cycle par le cycliste là où le cycliste ne peut être porté par le cycle, et dès lors, nous aurons un nouveau combattant, tantôt plus rapide que le cavalier avec un fond bien supérieur, tantôt aussi alerte, aussi agile, aussi puissant que le petit chasseur à pied. Parce que le chasseur à pied, lui, il a ce fameux Lebel, il n'a pas ce mousqueton. En 1894, il s'associe avec Charles Morel. Ça, on en a déjà parlé un petit peu, j'y reviens pas. On a la date d'adhésion, ce n'est pas une association loi 1901, on est en 1894, ça n'existe pas, c'est une association purement verbale. C'est le procès devant le tribunal de commerce en 1898, le juge l'indique en toutes lettres. Nous faisons dissolution de l'association verbale qui avait été souscrite entre M. Gérard et M. Morel le 5 octobre 1880. C'est comme ça qu'on a la date. Sinon, par aucun des deux hommes, dans leurs écrits, on ne trouve quoi que ce soit là-dessus. En 1895, Henri Gérard adhère à deux organismes qui ont un poids énorme dans la chose cycliste. L'Union Vélocipédique de France et le Touring Club de France. L'Union Vélocipédique et le Touring Club ont deux options différentes. L'une, pour développer un peu avec l'armée, c'est l'UVF. Elle va regarder du côté de l'armée et elle va proposer à l'armée de former les jeunes gens et de leur donner un brevet de vélocipédiste. Comme ça, quand ils rentreront, ils pourront être cyclistes, soit estafette, soit chasseurs cyclistes. Le TCF, quant à lui, c'est une orientation beaucoup plus touristique, beaucoup plus de loisirs que l'UVF. L'UVF, c'est la recherche de la performance aussi. Il y a des randonnées, mais avec une idée de compétition quelque part. Et l'organisation des clubs cyclistes est intéressante. Elle est calquée un peu sur l'organisation militaire. Vous avez un capitaine de route, vous avez un lieutenant trésorier, vous avez un lieutenant randonnée. Enfin, voilà, c'est amusant. Au TCF, ça n'existe pas. Cette organisation est différente, elle est beaucoup plus souple. En 1896, Henri Gérard fait comme moi aujourd'hui, fait une conférence devant le Touring Club de France à Paris, à la Société de Géographie, avec une salle un peu plus nombreuse qu'aujourd'hui. Il y a énormément de dames, et il a un petit clin d'œil aux dames. Il dit: mesdames, faites-nous des beaux enfants, si possible des mâles, pour qu'ils puissent, à la guerre, recevoir la croix d'honneur un jour, qui sera un grand honneur pour vous, madame, d'avoir mis au monde un enfant décoré. C'est un peu particulier, mais on est dans un contexte social différent de celui d'aujourd'hui. En 1898, il rédige une nouvelle étude, Infanterie cycliste en campagne, pour appuyer son propos et démontrer tout le bénéfice qu'on peut retirer d'une troupe cycliste qui appuierait la cavalerie. En 1903, il apporte encore d'autres arguments avec les conséquences tactiques de la création de l'infanterie cycliste. C'est-à-dire que là, il se base sur l'écrit d'un général de cavalerie, d'un colonel à l'époque de cavalerie, qui expose comment, pendant les manœuvres, on va disposer de la cavalerie à tel endroit, faire des reconnaissances en pointe, aller à la poursuite de l'ennemi, éventuellement le harceler. Il dit: oui, voilà, le cycliste va pouvoir passer, lui, en sous-bois, ce que la cavalerie ne pourra jamais faire. Elle voit un bois, elle est obligée de le contourner. Un cycliste, non. Doté de cette bicyclette, il la plie, il la met sur le dos, c'est la hauteur d'un homme, il passe en sous-bois, comme il veut. Il s'accroupit, il passe dans un champ labouré. Une bicyclette rigide ne pourrait pas passer dans un champ labouré. Grande année pour Henri Gérard, 1898. Le portrait que vous avez là-bas, donc le voilà un petit peu agrandi. On voit toutes ces décorations. Puis surtout, on remarque quelque chose, comme une dame me l'a dit tout à l'heure, ces belles moustaches. On va dire que ces moustaches sont un peu en guidon de vélo, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on voit toutes ces décorations. Alors, si on les prenait dans l'ordre, il est officier de l'ordre impérial de la Name, cette décoration-là. Donc ça, c'est pour le Tonquin, c'est service au Tonquin. Il est fait chevalier de l'ordre de Léopold II par le roi des Belges, Léopold II. Le brevet est dans son dossier, il y a un double du brevet. Pourquoi il reçoit cette décoration?
Alors, c'est une décoration purement honorifique. Il se trouve que Léopold II est lui-même membre d'honneur du Touring Club de France. Henri Gérard a été en Belgique en 1897. Il reçoit la décoration en 1898. Il y a peut-être un lien. J'aimerais qu'il y en ait un. Il reçoit ensuite les palmes académiques, ça du ministre du Commerce en France, pour son étude sur la vélocipédie, pour son action de promotion de l'art militaire français lors de l'expo à Bruxelles, sa médaille du Tonkin et la croix de chevalier de la Légion d'honneur, qui lui est remis en janvier 1899. Le brevet date de 1998, mais il lui est remis en 1899 devant l'ensemble de sa garnison par le général Stroll de l'époque. En dehors de ces décorations, il avait également des lettres de félicitations qui sont signées par le ministre de la guerre, pas par un sous-fifre, c'est vraiment la signature du ministre, c'est le général de Gallifet à l'époque, c'est pas pour le général de Gallifet, c'est vraiment lui qui signe. En 1902, pour le dévouement et le rapport qu'il a écrit suite à l'exposition universelle de 1900. En 1906, une lettre de félicitations du ministre de la Marine pour l'invention du télémètre de marine qui lui voudra quelques soucis de santé. Alors, Henri Gérard, il fait de la théorie, bien sûr, mais il aimerait bien passer à la pratique, mais pour cela, il faut qu'il ait l'autorisation de sa hiérarchie. Les règlements vélocipédiques existent à l'époque. Ils prévoient qu'on peut tester le vélo, pourquoi pas? Et pourquoi pas pliant, mais ça, c'est pas dit. Donc Henri Gérard dit, va voir son colonel, et puis il lui demande de tester un petit peloton, en 1895, à Saint-Quentin, avec 25 bicyclettes de la fabrication de Charles Morel, pour prouver, pendant les grandes manœuvres, le bien fondé d'une petite troupe cycliste. Ce n'est qu'une petite troupe cycliste, il faut imaginer que ça représente 400 hommes, et ce qu'on pourrait faire à 400 hommes, ils arrêtent une charge de cavalerie, ils ne sont que 25, mais comme par convention, la puissance de feu de l'infanterie étant ce qu'elle est, une charge de cavalerie est arrêtée. Il a le droit de recommencer en 1896. Toutes ces illustrations, imaginez que ce sont des journaux très diffusés à l'époque. Donc il y a vraiment une très grande audience de ça. C'est le nombre d'exemplaires, c'est en centaines de mille que ça se chiffre. Ce n'est pas en quelques dizaines d'exemplaires, c'est le Petit Journal. La première, c'est au dos du Petit Journal. Les deux autres, c'est à la une. En 1898, il dispose d'un plus gros peloton. Ce qui est apprécié, c'est la compacité de la pliante, enfin. La bicyclette pliée, au lieu de voyager dans 2 wagons, si elle avait été dépliée, elle voyage dans un caisson. Les 60 bicyclettes sont pliées, là, et elle voyage dans un seul wagon. Puis ce qu'on apprécie, c'est qu'il n'y a pas besoin de place à l'arrivée. Elle se plie à la tête du lit du soldat. 1899, une autre illustration, on reconnaît les 2 montants, sans le montant vertical. C'est le dernier modèle fabriqué par Gérard. Donc ce qui tendrait à prouver qu'il a vraiment fabriqué ce modèle, qu'il n'a pas été qu'un prototype. Parce que tout à l'heure, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le prototype que vous avez pu voir avec les 2 barres, c'était une bicyclette qui avait appartenu à un lieutenant français, le lieutenant Fouque, qui a fait la mission Congo-Nil, qui a terminé à Fashoda, 1897, 90, oui, c'est ça, 97. Et il faisait du vélo avec cette bicyclette et les indigènes étaient affolés. Ils avaient surnommé son vélo l'âne de fer et ils avaient peur de cet étranger sur un âne de fer comme ça, et vraiment. Mais le vélo, les pneus du vélo se sont usés et pour les remplacer, pour la petite histoire, on a mis du cordage autour des roues et puis ça a servi de pneus. 1899, enfin, le ministre de la guerre de l'époque, dont tout le monde a oublié le nom, un certain Camille Krantz, éphémère, il est resté 3 semaines ministre. Mais il a eu le temps de signer la décision de création des premières unités cyclistes. Donc elles sont créées au 147e de Sedan, donc voilà pourquoi Henri Gérard partira de Sedan à Paris, sous son commandement, à Reims au 132e, à Saint-Mihiel au 26e bataillon de chasseurs à pied, donc le liaison chasseur de Henri Gérard est toujours présente, à Lunéville et à Nancy. On voit où ces troupes sont posées, elles sont à l'est, prêtes à intervenir en cas de conflit. Ça va venir tout doucement. En 1903, elles sont enfin rattachées au bataillon de chasseurs à pied. Là, on prélèvera une compagnie de chasseurs à pied pour en faire une compagnie de chasseurs cyclistes, comme vous pouvez voir sur les reproductions derrière vous. Et le 1er octobre 1913, sont créés 10 groupes de chasseurs cyclistes. La décision paraît au journal officiel le 13 septembre. Donc il est temps maintenant de parler un petit peu des chasseurs cyclistes. On est dans le centenaire de la Grande Guerre. Ces troupes ont un peu 100 ans, un peu plus, puisque créées en 1913. Alors sur les chasseurs cyclistes, un général, le même qui était colonel à l'époque, avait dit « Des chasseurs cyclistes,
les chasseurs à pied, sont une élite. Et dans cette élite, les chasseurs les cyclistes sont l'élite. Donc c'est l'élite de l'élite, la crème de la crème, on va dire, quelque part. Donc vous voyez en bas un homme avec son barda, vous voyez bien qu'il n'a pas le pactage sur le dos. Un chasseur cycliste, ben, mon grand-père en était un, le voilà. Voilà comment il était harnaché, voilà comment il avait sa petite gamelle, un petit pactage réduit. Il n'avait pas son pactage, le fameux as de carreau des fantassins. Il suivait derrière dans un camion, tout simplement. Mais pourquoi? Pour avoir plus de mobilité. La recherche de ces troupes, c'est ça, c'est la recherche de la mobilité avant tout. Le lebel, assez encombrant, la baïonnette, et ce qu'on ne voit pas là, c'est qu'Henri Gérard avait inventé un passant spécial pour bloquer la baïonnette à la hanche, de manière à ce qu'elle ne puisse pas être prise dans les rayons de la roue arrière et faire tomber l'homme malencontreusement. Donc mon grand-père, bah, juste quelques mots, on voit ses décorations, il était chasseur cycliste, il était attaché à un bataillon de chasseurs à l'origine, c'est pour ça qu'on voit le numéro, on ne voit pas un numéro de compagnie, il était au 5e groupe, mais qui est rattaché au 29e bataillon de chasseurs à pied. On voit ses décorations, donc la médaille militaire, la croix de guerre avec une palme et l'insigne de blessé. Et ici, les brisques de présence au front. Donc la première, c'est 1 an, et ensuite, c'est 6 mois à chaque fois. Donc la photo, bah, elle date de 1 an, 2 ans de front, 3 ans de front, 1917. Ça colle, c'est en 1917 qu'il est blessé grièvement, qu'il reçoit ses décorations. Lui aussi a les moustaches en guidon de vélo. Est-ce que tous les cyclistes les avaient? Mais ça fait déjà 2 quand même, hein. Ça devient intéressant. Notez que les autres hommes aussi. Mais c'était la tribu virile par excellence, les moustaches, donc. Hein. Une petite particularité sur les chasseurs cyclistes, Henri Gérard n'a pas pu la connaître, c'est que dans ce même 5e groupe, il y a un de ses fils qui a servi, donc avec le grand-père. Je viens de découvrir ça il y a quelque temps en demandant la fiche matricule. Et il était sous-officier, et il a été ensuite officier. Et il a fait donc la guerre probablement avec mon grand-père. Est-ce que son père aurait imaginé qu'un jour son fils aurait cette bicyclette et ferait la guerre avec? Probablement pas, mais en tout cas, cela a été. Quelles étaient les missions des chasseurs cyclistes? On va en dire 3 principales. Le soutien de la cavalerie, qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure, le harcèlement de l'adversaire et la protection de la retraite. Vous avez 3 petites illustrations. Là, ce sont des vignettes qui ont été vendues afin de pouvoir ériger un monument à la mémoire des chasseurs cyclistes tombés à la guerre. Malheureusement, ça ne s'est pas tellement bien vendu. Et puis surtout, la Deuxième Guerre est arrivée en 1939 et le monument n'a jamais vu le jour. Il y a des maquettes, c'est tout. Donc, qu'est-ce que c'était un petit peu plus en détail que ces missions? C'était suppléer à l'infériorité numérique de la cavalerie pour la soutenir, la précéder pour former une tête de pont, lui assurer le passage partout, assurer la traversée de zones difficiles. Dans les relations des journaux de marche de la cavalerie, on voit toujours cette mission au tout début de la guerre, en 14, quand la cavalerie s'en va, le premier corps s'en va en Belgique, les cyclistes sont à l'avant-garde. Et ensuite, ils passent à l'arrière-garde pour surveiller que la cavalerie n'ait pas de surprise, toujours protéger la cavalerie. Qu'est-ce que c'est aussi le harcèlement de l'adversaire? Ça, ce sera en septembre. Le rôle des chasseurs cyclistes, juste avant la bataille de la Marne, ils vont avoir une mission, au moins 3 groupes, harceler l'adversaire. Ils vont pouvoir aller derrière les lignes allemandes et ils vont détruire du matériel, des obus, de l'essence. On en parle un petit peu, il faut chercher. Il y a un monument à la mémoire de ce raid qui existe, je crois, dans l'Aisne ou dans l'Oise. J'ai retrouvé ça il y a peu de temps. Et protéger la retraite, c'est protéger l'arrière-garde, de couvrir la retraite de l'armée, ainsi que ses flancs. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont retardé les Allemands pendant la bataille de la Marne, ce qui a permis, contribué en tout cas, à arrêter définitivement les Allemands sur la Marne en 14 et éviter une débâcle beaucoup plus importante que ce qu'elle aurait pu. Mais l'arme cycliste va montrer ses limites, parce que pendant la guerre de mouvement, c'est l'arme qu'il faut, il n'y a aucun souci, tout le monde va reconnaître son utilisation. Les chasseurs à cheval sont très heureux de travailler avec les chasseurs cyclistes. Manque de peau, la guerre va de stationner, et puis qu'est-ce que ça sert à quoi d'avoir des cyclistes dans les tranchées? C'est bien gentil. Il y a les estafettes, mais ils n'auront pas cette bicyclette-là. Ça suffira. Et encore, il faudra qu'ils portent leur bicyclette. Donc ça va devenir des troupes à pied, avec leurs bicyclettes. Ils les utiliseront uniquement pour se déplacer d'un point à un autre. Mais ils n'iront pas faire des actions de harcèlement comme ils ont fait auparavant.
Des faits d'armes de cyclistes, il y en a, bien sûr, parce que c'est une troupe qui est complètement oubliée aujourd'hui dans la Grande Guerre. On en parle très très peu. Il n'y a vraiment que des gens qui ont eu des chasseurs cyclistes dans leurs ancêtres, et encore on se dit « Ah oui, non, mais c'était les estafettes, ceux qui apportaient les ordres, ceux qui… » Non, c'était une troupe à part entière. Vous voyez une illustration là, et vous voyez un chasseur encore du 29e, du 5e groupe. Et ce monsieur, donc Louis Laloux, s'est illustré parce qu'il a sauvé son général blessé. Il a permis que son général puisse rentrer dans les lignes. Malheureusement, le général est mort. Donc dans une violente attaque contre l'état-major, c'est la citation à l'ordre de l'armée qu'il a eue, et la médaille des militaires derrière. Dans une violente attaque contre l'état-major du corps de cavalerie, a tenu tête courageusement avec ses 3 camarades pour sauver son général blessé à mort. Vous voyez donc la scène, elle est reproduite dans ce journal. Le chasseur Laloux, probablement, ou là, pourquoi pas, avec ses 3 camarades. Bon, ce qui est un petit peu discutable, c'est le costume, on pourrait faire mieux, et le général qui est mort à cheval, bien sûr, qui est blessé, qui est en train d'expirer, et les bicyclettes, pliées, abandonnées à terre, et on fait le coup de feu contre l'ennemi. Il y a quelques vaches qui ont eu des balles perdues, probablement. Mais il y a eu des faits d'armes, c'est pas le seul. J'ai isolé celui-là, pourquoi? Parce que c'est le même groupe que le grand-père. Le grand-père aussi a eu son fait d'armes. Il a été bombardé avec plusieurs de ses camarades dans une tranchée. Ça lui a valu d'être en partie défiguré et reconstitué, comme vous avez pu voir. Et lui a plus de chance parce qu'il y a 2 de ses camarades qui sont morts des suites de leurs blessures. Ils étaient 3 à avoir survécu quand même. L'arme cycliste montre ses limites en 14, et plus exactement en 17, quand on va utiliser les chars. Là, c'est ça, l'infanterie blindée, on va la protéger. Elle sera certes moins rapide, mais elle pourra faire beaucoup plus de dégâts. Les chasseurs cyclistes, quand est-ce qu'ils disparaissent? Ils disparaissent entre les 2 guerres, ça devient des dragons portés. C'est pour ça, vous avez encore des bicyclettes Gérard, mais les dragons portés, c'est l'infanterie mécanisée. Donc on utilise la motocyclette, et puis la bicyclette, et puis des camions auto-chenilles, pour ensuite, beaucoup plus tard, enfin fin 18, avoir des auto-chenilles, et dans les années 20-30, dans les auto-chenilles. Ils disparaissent complètement dans les années 30. Les groupes cyclistes sont dissous complètement, et leurs traditions sont reprises par ces fameux régiments et bataillons de dragons portés. Existait-il des unités cyclistes ailleurs? On m'a demandé ça tout à l'heure, juste avant. Oui, il en existait ailleurs, et avant qu'en France, bien sûr. Donc ça, c'est quelques illustrations extraites de ma collection. Vous avez une photo là-bas en haut, c'est les États-Unis 1892. C'est lors du 4e centenaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc il y a des grandes fêtes et il y a un défilé cycliste. Donc il porte la carabine sur le cadre accroché. Vous avez les fameux, l'équivalent des chasseurs français, les Bersaglieri, cyclistes italiens, qui portent une bicyclette pliante, qui n'est pas celle-là, qui est une bicyclette de fabrication italienne, la Bianchi. Vous avez les Allemands, ils avaient aussi des pelotons cyclistes. Est-ce que des pelotons cyclistes se sont combattus? Probablement un groupe français, pas celui que j'ai dit. Le 9e a rencontré des cyclistes allemands, ils ont fait le coup de feu l'un contre l'autre. Mais eux n'avaient pas de bicyclette pliante parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils ont testé, ils ont fabriqué, ils ont copié, pas celle-là, celle d'avant, la Morel, mais ce n'était pas assez solide à leur goût. Les Belges ont eu aussi une bicyclette pliante, la Belgica. Donc vous voyez que là c'est un cadre différent, c'est un cadre droit, et ils choisissent de mettre 2 montants verticaux pour bien la renforcer. La bicyclette a été brevetée en 1897. 1897, la même année qu'Henri Gérard vient à l'exposition de Bruxelles. Elle est exposée également. Puis il y a un marché qui est fait par l'armée belge pour choisir quelle va être la bicyclette qui va équiper les troupes belges. Un peu chauvin, les Belges choisissent la Belgica, pas la Gérard. Allez savoir pourquoi. Bon. Et puis en Russie, comme je vous l'ai dit, ce vélo-là a probablement été exporté en Russie. Donc vous aviez les Morel à l'époque, mais il y a eu aussi les Gérard fabriqués par Peugeot. Là, on est en 1897, donc avec des Morel. On voit des cyclistes russes qui ont été passés en revue par le tsar, Nicolas II, qui a félicité le général qui avait fait évoluer ses troupes. Pour finir, puisqu'on approche de la fin de notre propos, je vous ai mis quelques dates à retenir qui me semblent importantes dans tout l'exposé que je vous ai fait, puis dans toute l'histoire de ces fameux vélos qui sont un tout petit peu plus documentés maintenant avec toutes ces petites choses. Donc 1892, les premiers travaux d'Henri Gérard. 1893, la pliante Noël, on ne peut pas l'appeler bicyclette. On a vu pourquoi, c'est un bicycle d'abord, ça deviendra une transportable.
et une bicyclette que quand elle sera modifiée par Dulac, donc ça sera en 1894. En 1895, c'est la première unité cycliste avec des bicyclettes pliantes. En 1897, on fait un petit bond, c'est l'exposition internationale de Bruxelles. Pensez donc, pour une bicyclette remporter une médaille d'or, c'est quand même quelque chose. 1899, la création officielle des premières unités cyclistes, les 4. En 1903, la création des compagnies cyclistes rattachées au bataillon de chasseurs à pied. Et enfin, en 1913, juste avant la Première Guerre mondiale, la création des groupes de chasseurs cyclistes. En marge de ces travaux de recherche, je me suis dit, mais est-ce qu'il reste encore des bicyclettes? Est-ce qu'il y en a encore dans le monde? Est-ce qu'il y en a encore en France? Alors, j'ai commencé à faire un petit travail de recensement et puis d'interroger ici et là, voir si on trouve des bicyclettes. Par Morel, c'est les plus rares. Voilà. Il en reste 4-5, on va dire. Une dans un musée à Saint-Cyr, celle que vous avez vue tout à l'heure avec les 2 montants. Des collectionneurs privés dans l'Aisne, les Deux-Sèvres, la Vienne, et puis ailleurs, mais je ne peux pas dire où, mais je sais, parce que les gens ne veulent pas que... Les collectionneurs privés sont très jaloux de leurs biens. Ils ne veulent pas trop en parler. C'est très difficile même d'avoir une photo du modèle qu'ils ont. Je ne sais pas pourquoi. C'est un travers des collectionneurs, peut-être. Et les fabriqués par Peugeot, alors là, on commence à avoir de quoi faire. Châtellerault oblige, j'ai mis Châtellerault, mais non, c'est l'ordre alphabétique, mais c'était Cambrai avant qui était en premier, maintenant c'est Châtellerault, parce qu'on est quand même honneur à Châtellerault. Donc Châtellerault, Cambrai, Vincennes, au Mémorial des chasseurs cyclistes, Compiègne, Meaux, Roche-Taillée-sur-Saône, Thiaucourt. Alors elles sont mises en scène quelquefois avec un chasseur cycliste, quelquefois pas, mais surtout on n'a pas les chances d'avoir exposé comme ici une ouverte et une fermée. À Compiègne, par exemple, elle était exposée ouverte. Ils aimeraient bien en avoir une deuxième, mais c'est très difficile à trouver. Et aux surprises, il y en a hors de France. Alors je pensais que c'était plutôt franco-français, voire russe, parce qu'on sait qu'elles ont été exportées. Eh bien non, il y en a en Belgique. Et il y en a au Vélorama de Nimègue, aux Pays-Bas, pardon. Et ce qui est très intéressant, je n'ai pas eu la confirmation par une photo, mais au moins par 3 sources, c'est qu'il y a une Gérard à Catène. À Catène, c'est la bicyclette sans chaîne, avec un cardan. Seulement trop fragile, l'armée l'a refusé. Elle n'en a pas voulu. Des collectionneurs privés encore, ben là il y en a un petit peu partout en France, bien sûr, et puis il y en a en vente de temps en temps sur des sites d'enchères en ligne. Les prix sont totalement irraisonnables à mon sens, mais bon, c'est comme ça. Pour la petite histoire, une bicyclette pliante s'est vendue cette année, un modèle Morel, donc le tout premier modèle, pas celui-ci, hein, le fabriqué par Morel. Il était estimé par un commissaire-priseur à 2500 €. Entre 1500 et 2500, puisque c'est le seul. On ne peut pas lui donner de cote, il n'y en a pas d'autres. Et il a été vendu au bout du compte 4500 €. Voilà. Donc, bon, le collectionneur le voulait vraiment. Est-ce que ça le vaut, est-ce que ça ne le vaut pas? Souvenez-vous du prix chez Peugeot, 300 francs, le quart du salaire d'un ouvrier. Restons raisonnables. Donnons-lui, allez, 2000, 3000 €. C'est un prix moyen, on va dire. C'est le prix moyen chez les collectionneurs. Il y a quelques années, il y a l'effet centenaire aussi, hein. N'oublions pas. Il y a quelques années, ça se négociait entre 1500 et 2500 selon l'État, et si elle était complète. Maintenant, on assiste à une surenchère, on veut quel que soit l'État. Et le prix grimpe, voilà. Donc les sources que j'ai utilisées, c'est le minimum. J'ai eu la chance, à chaque fois que je demande d'avoir accès aux archives des uns et des autres, on me les ouvre pour ce genre de choses, et je suis très content. En contrepartie, bah, ça me permet ensuite de restituer, de faire une petite conférence ou une petite exposition. Donc les remerciements, ben, les premières personnes, c'est la famille d'Henri Gérard. C'est chez eux que j'ai trouvé le plus beau trésor pour la bicyclette. Il y a un album photo qui retrace toute l'histoire de la bicyclette. Alors eux étaient conscients que ça avait trait à ça, mais ils ne connaissaient pas que ça faisait toute l'histoire, c'est-à-dire depuis 1893-94. Donc j'ai pu leur apprendre ça. Juste en regardant je n'en revenais pas, hein, c'est l'émerveillement quand on voit ces photos-là, que ça a pu exister et que ça a été construit. Parce que j'avais que des brevets jusqu'à ce que je rencontre ces gens. Et j'ai pu voir que le modèle avait existé. Et puis la personne qui m'a mis en relation avec eux, la présidente de la société, voilà. Donc, et puis ma femme et mon fils, bien sûr. Et il me reste à vous remercier pour votre attention. J'espère que je vous ai intéressé et que je vous ai fait partager un petit peu de cette façon. Merci beaucoup.